Bienvenue sur la TFM, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Ahmad Soumaré. Ahmad Soumaré, spécialiste de l'intelligence économique et le directeur du Centre africain pour la nouvelle économie. Ahmad Soumaré, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, le monde est agité par ce qu'on appelle le terrorisme. On a vu les événements qui se déroulent en France et qui continuent à s'y dérouler, une sorte de guerre asymétrique où l'ennemi est difficile à identifier. Derrière toute cette bataille qui se mène, quel est l'impact que cela peut avoir sur le plan économique pour nos pays? Toutes les guerres ont un impact économique, toutes les guerres. Dans un cas pareil, que ce soit du terrorisme, que ce soit la concurrence normale, il y a toujours l'impact économique. L'impact économique sur un pays, c'est au niveau de l'emploi, c'est au niveau donc, des indicateurs de développement, ça touche tout et ça déstabilise les économies. Quand on fait des efforts de guerre, il y a toujours l'argent qu'on met d'un côté par rapport au détriment de l'autre. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quelque chose qui déstabilise un peu le monde parce que depuis le mur de Berlin qui est tombé avec la guerre froide, c'était pour apaiser un peu les dépenses de guerre, les budgets de guerre. Et aujourd'hui, on voit que ces budgets de guerre tout le monde essaie de se réarmer avec des armements de plus en plus chers. Et nécessairement, du fait que les budgets ne sont pas indéfinis, il y a un impact sur d'autres critères et d'autres facteurs beaucoup plus prioritaires, par exemple l'emploi par rapport à d'autres secteurs qui ont un impact direct dans le cadre du développement économique des pays. Le Sénégal a mis en place ce qu'ils appellent le plan Sénégal émergent pour booster un peu l'économie. Aujourd'hui, on parle du Sénégal de présence de djihadistes, que le Sénégal est sous une menace de djihadistes. Est-ce que le fait que cette information soit disponible, elle peut avoir un impact justement par rapport à ceux qui veulent investir au Sénégal? Le problème qui se pose dans nos pays, c'est qu'on a une cinquantaine d'années de retard dans l'information et la gestion de l'information. C'est ça le problème en fait. Nos pays ne sont pas structurés pour gérer l'information et les diffuser. Donc on est au courant de rien. On a des services de renseignement qui sont complètement obsolètes. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la haute technologie, on est dans l'ère du numérique et on a des types de renseignements analogiques. C'est comme si vos caméras, au lieu d'être numériques, les caméras sont analogiques. Vous voyez ce que je veux dire? On est complètement déphasé. Et au niveau du renseignement mondial, tous les pays du monde qui sont les plus avancés, plus un pays est avancé, plus son système de renseignement est efficient. Et tous les pays du monde qui sont aujourd'hui top, que vous entendez, les pays les plus top, ils ont des dispositifs de renseignement et d'intelligence. Tous les pays, même la Chine. Il n'y a pas de pays qui se trouve au top aujourd'hui et quand vous disséquez, ils n'ont pas de système d'information et de renseignement. Si vous voyez aux États-Unis, pourquoi les États-Unis dominent le monde? Ce n'est rien d'autre. Ils ne sont pas plus intelligents que vous et moi. C'est parce qu'ils sont plus informés. Vous voyez une structure comme par exemple la NSA. La NSA a plus de budget que le FBI et la CIA réunis. Je vous dis que même les transistors, leurs propres transistors qu'ils utilisent, ils le fabriquent sur place. Et la NSA, il y a des pays africains autour, ils ont plus de budget que ces pays. Et ils ne sont pas dingues de mettre autant d'argent. Parce qu'ils savent que l'information, c'est le pouvoir et l'information, c'est le développement. Plus vous êtes informé, plus vous êtes au courant des choses, plus vous anticipez. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui, l'anticipation. L'information, nous, on ne l'a pas. Parce qu'on a des petits groupuscules en Casamance qui font le truc et on n'a rien pour les superviser au niveau satellite. Je veux dire, c'est une histoire vraiment très banale de le faire. La surveillance ne se fait plus par des tracks ou des détectives privés, c'est fini ça. On a des systèmes électroniques d'écoute et de traçage qu'on peut faire. On a des dispositifs au niveau satellite. Il faut qu'on plonge dans le 21e siècle. Le problème de ce renseignement-là, dans nos pays en général, pas seulement le Sénégal, dans nos pays, c'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui passe au Niger, au Tchad, au Nigeria, c'est ce problème de déficit de renseignement qu'on n'a pas. Et ce déficit de renseignement a des impacts totalement néfastes dans nos économies parce qu'on va faire comment ça s'appelle, on va faire une guerre du jour au jour le jour. On dépense de l'argent énorme, on ne sait pas ce que demain sera. Et ça, je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui, au XXIe siècle, de ne pas avoir de stratégie
propre, de stratégie planifiée, donc suivie, et donc de savoir donc comment on peut atteindre nos objectifs. On ne peut pas parce qu'on a la connaissance qu'il faut. Il faut maintenant aller dans la direction de mettre les dispositifs qu'il faut au niveau technique, technologie pour pouvoir gérer tout ça. Le Sénégal aujourd'hui semble être entre le marteau et l'enclume. Le marteau qu'il faudrait surveiller ce qu'on appelle des djihadistes, donner l'information aux populations dans le cadre de la prévention, et l'enclume peut-être des investisseurs qui peuvent écouter cette information-là, à dire mais attends, si on devait investir, il faut attendre pour que les choses se clarifient. Non, je dis que l'argent n'aime pas le bruit, ça c'est clair. Quelqu'un qui veut mettre son argent quelque part, il faut de la stabilité. Mais le monde aujourd'hui est un monde chaotique, c'est un monde d'entreprise. Partout où on va, donc il y a des attentats, il y a des guerres, mais ce n'est pas pour ça que les gens n'investissent pas. Je pense que par rapport au Sénégal, le Sénégal a beaucoup d'atouts, beaucoup de trucs au niveau de la quiétude, au niveau de la stabilité, pour qu'un investisseur vienne investir ici ou d'investir par exemple aujourd'hui en France ou aux États-Unis. Parce qu'il y a des menaces qui sont beaucoup plus grandes quand on fait la cartographie. Le Sénégal est moins touché que par exemple des pays comme les États-Unis et pourtant des gens investissent chaque jour. Je ne pense pas qu'un investisseur aujourd'hui hésiterait à investir au Sénégal, sérieusement. Pourquoi? Parce que le Sénégal se présente comme un pays stable, comme un pays qui a une démocratie, comme un pays qui a un aura au niveau national, régional et international. Et donc qu'à partir de là, donc, un pays qui a le droit existe, le droit des affaires, ce qui fait que les gens sont beaucoup plus rassurés d'être de là, par exemple, que d'être dans des pays comme, même si le Nigeria, je prends le Nigeria par exemple, a beaucoup plus de revenus que le Sénégal. Mais il y a des gens qui hésiteraient d'investir au Nigeria que d'investir au Sénégal. Parce qu'il y a une instabilité à tel niveau que quelqu'un ne voudra pas, ce n'est pas seulement les histoires de Boko Haram, mais il y a une instabilité, il y a une insécurité tellement organisée au Nigeria que quelqu'un hésiterait, même si l'économie est florissante, à avoir pignon sur rue, comme par exemple avoir pignon sur rue au Sénégal. Le problème, donc, l'argent n'aime pas le bruit. Mais les investisseurs donc, réfléchissent comment ils doivent investir et où ils doivent investir. Quelqu'un, je pense qu'aujourd'hui, le problème qui se pose de la sous-région, entre le marteau et l'enclume, je ne pense pas, parce que le problème que je disais qu'on a ici, aujourd'hui, c'est un problème d'information. Le Sénégal va donner de l'information, c'est certain, mais ils ne vont pas le donner à la télé ou à la radio, parce que l'information est stratégique et confidentielle. Ils vont le donner donc aux personnes qui doivent le recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème qui se pose, il est là. Ils vont recevoir aussi des informations, d'autres sources de renseignements qui vont leur donner de l'information. Mais donc je ne pense pas sérieusement que ce soit quelque chose où ils sont en porte-à-faux. La prévention, comme je dis, l'anticipation, ça fait partie de la stratégie aujourd'hui pour survivre dans ce monde donc très mondialisé. Il faut toujours anticiper parce que comme vous le savez, aujourd'hui on est dans un monde qui est régi par 4 paramètres. La vitesse, la connectivité, l'immatériel et l'innovation. Donc l'anticipation, c'est quelque chose, c'est un truc de survie en quelque sorte. Une entreprise qui n'anticipe pas, donc il est obsolète. Vous, en tant que structure donc, des médias, si vous n'anticipez pas sur la qualité du programme, sur le format, donc vous allez être dépassé. Oui, l'anticipation, ça anticipe par rapport à l'information. On ne peut pas anticiper si on n'a pas d'information. Vous voyez, je veux dire, c'est l'information que vous avez, que vous savez que les tendances sont là, que vous anticipez sur les choses. Donc, ce qu'on appelle, il y a les leaders d'opinion et il y a les suiveurs. Mais est-ce que justement l'arrestation de ceux-là considérés comme étant des djihadistes au Sénégal est une anticipation qui peut rassurer quelque part ceux qui veulent investir? Oui, ça peut rassurer. Le problème qui se pose aujourd'hui, nous sommes un pays musulman, ça tout le monde le sait. Mais ce qui se passe au Sénégal, oui, je dis qu'il y a un lit. Et le lit de tout ça, c'est la pauvreté et l'inorganisation. Parce que ces associations religieuses ont un lit sur lequel donc, ils travaillent, c'est le lit de la pauvreté. Ils vont dans les banlieues où il y a des jeunes pauvres pour les embrigader. Et ces associations ne sont pas contrôlées. Parce que dans la législation du Sénégal, les associations dépendent du ministère de l'Intérieur. Et ces associations ne peuvent pas recevoir, aujourd'hui c'était 1 million, maintenant c'est 500 000 francs donc de dons sans le déclarer l'origine.
Et l'origine de tous ceux qui sont dans les systèmes religieux, ce sont les fonds de zakat. Ce ne sont pas l'Arabie Saoudite en tant que pays qui leur donne de l'argent. Okay? Ce sont les fonds de zakat, ce sont donc des privés généreux, c'est eux qui financent tout, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit donc, Boko Haram, tous sont financés comme ça. Ce sont ces fonds de zakat qui font que donc c'est redistribué à gauche à droite. C'est pourquoi les gens sont tellement cash et l'économie sénégalaise est tellement cash, c'est pourquoi je parle d'inorganisation, parce que quand vous voulez faire la guerre, il faut aller sur le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent. Si vous voyez le problème de Boko Haram, le problème qui se pose, le problème du Mali, c'est l'argent. Parce qu'ils trafiquent des drogues et lorsque maintenant vous essayez de bloquer l'argent de la drogue, le gars devient dingue parce qu'il n'a plus de revenus. Mais justement, au Sénégal, la législation est là. Pourquoi l'État a du mal à l'appliquer aux ONG, aussi bien musulmanes qu'aux ONG dites politiques, pour vérifier d'où vient de l'argent, d'où vient le financement et faire des audits de l'argent qu'ils utilisent? Mais c'est ce que je dis. C'est pourquoi je parle d'inorganisation. Parce que les lois sont là. La loi a été changée au mois de juillet. C'était 1 million. À partir d'1 million, avant le mois de juillet, à partir d'1 million, lorsque vous recevez des dons de 1 million, vous avez le devoir de le déclarer pour savoir d'où l'origine. Mais il y a beaucoup de fonds qui sont transférés via des banques, des réseaux, qui sont bloqués dans les banques aujourd'hui. Il y en a. Mais donc, comme je dis, il y en a qui passent entre les mailles. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème qui se pose aujourd'hui, la nouvelle législation à partir du 1er juillet, c'est 500 000 francs. Si vous recevez des dons de 500 000 francs, vous devez déclarer l'origine. Mais personne, ils ne savent même pas qu'il faut le déclarer. Parce que le problème du Sénégal, comme je vous dis, c'est bien de faire les lois, mais c'est ce que les Américains appellent le law enforcement. Il faut savoir l'application de cette loi. Mais si une loi, elle est édictée, cette loi, elle est légiférée, mais on ne la suit pas, ça ne sert à rien du tout. Mais il n'y a pas d'application de cette loi. Il y a beaucoup d'associations qui ne savent même pas, je veux dire, ils ne savent même pas qu'ils doivent déclarer donc, des dons de cet ordre-là. Ils ne savent même pas. Mais ce n'est pas la faute à l'État de faire comprendre aux gens qu'il y a une loi, de former les gens, de les faire comprendre qu'il y a une loi qui a été votée pour que les gens comprennent ce qu'on a. Et les mettre aussi dans les langues nationales peut-être. Oui, mais nul n'est censé ignorer la loi. Si vous voulez faire une SARL, vous savez la loi du SARL. Vous voulez faire une SA, vous savez. Vous voulez faire une association, vous savez. Vous voulez faire une coopérative, vous devez savoir ce que la coopérative a comme droit et devoir. Mais c'est à eux, quand ils font l'association, de savoir les droits et devoirs. Parce qu'il y a des textes qui sont bien régis, qui régissent les textes régissent les associations. Mais le problème qui se pose, c'est aujourd'hui, on laisse aller en quelque sorte. Si vous voyez le secteur informel, il y a tellement de cash, énormément de cash. Et ça, ce n'est pas fait pour faciliter ce problème qu'on vit de terrorisme et autres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le tour de Dakar, la plupart des immeubles, ça n'appartient pas à des universitaires ou des trucs. 98% des immeubles qui sont à Dakar, ce ne sont pas des gens qui sont sortis de l'université ou autre, c'est pour des gens qui sont dans le secteur informel. Et qui ne peuvent pas, je vous dis, si on regarde, ils ne pourront même pas justifier l'origine de leur argent. Parce que l'informel, ça ne veut rien dire. Ça peut être un danger. C'est un grand danger, le cash. Pour le terrorisme? Non, c'est un grand danger. C'est pourquoi la lutte contre le terrorisme, comme je disais, il faut aller dans le nerf de la guerre qui est l'argent, c'est le financement du terrorisme. Le terrorisme ne peut pas exister s'il n'y a pas d'argent. C'est à partir de cet argent de cash qu'ils ont, qu'ils vont dans les banlieues pauvres pour les appâter, pour leur donner de l'argent. Et les jeunes donc sont embrigadés là-dedans. Mais s'il n'y avait pas d'argent, ce ne sont pas des paroles qu'ils ont psalmodiées qui vont attirer ces jeunes. Mais est-ce que l'État a les moyens de contrôler tout cet argent? L'État a les moyens. Comment le faire? Par exemple, le cash. Quand vous allez, si je vous dis dans d'autres pays européens, vous allez au Rwanda. Okay. D'autres pays européens, le Rwanda, on ne peut pas payer de cash à partir d'une certaine somme. Ici au Sénégal, je pense que ça commence. Mais on a aujourd'hui les money, les Orange Money, les trucs de paiement de cartes, avec des débits de cartes qu'on l'appelle, des cartes de débit. Mais le gouvernement légifère qu'on ne peut pas payer plus de 30 000 francs ou 40 000 francs ou 50 000 francs par cash. Le gars qui veut faire payer, il va mettre de l'argent dans son Orange Money, il paye.
Le commerçant qui outrepasse ça, il est donc sanctionné. C'est aussi simple que ça. Si c'est uniquement pour payer, vous avez des moyens, vous n'avez pas besoin de carte bancaire. Les cartes bancaires, aussi la bancarisation, on a moins de 5% au Sénégal. Vous voyez ce que je veux dire? 5% des Sénégalais seulement ont des comptes bancaires. Aujourd'hui, vous avez des moyens, vous n'avez pas besoin de compte bancaire. Vous avez une carte à la poste, vous avez une carte Orange Money, vous mettez de l'argent, vous pouvez prendre des trucs dans les gaps et partout. Je veux dire, donc cette contrainte-là, elle est soulevée. Maintenant, ce qui reste, c'est que les législateurs imposent à ces gens, imposent à ce secteur informel, parce que tant qu'il y a un secteur informel qui fait 52% minimum donc, du PIB du Sénégal, c'est énorme. 52%, c'est l'informel. Et l'informel, sur la distance là, c'est ce que vous voyez, c'est ça. Et il y a tout ça qui est invisible. Et c'est ça, cette balance invisible qui est de l'informel là, c'est énormément d'argent que vous ne pouvez pas savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est de la drogue? Est-ce que c'est de la prostitution? Est-ce que c'est du kidnapping? Est-ce que c'est, vous ne savez, mais c'est de l'argent qui n'est pas légal. Si vous voyez le problème du Mali, c'est tous ces djihadistes qui sont là-bas, ils sont tous millionnaires parce qu'ils kidnappent, ils vendent de la drogue. Hein, c'est tous des drogués, parce que pour pouvoir tuer quelqu'un de sang-froid, il ne faut pas être normal. Mais au-delà de cela, le fait qu'on parle de terrorisme au Sénégal aujourd'hui, on sait que le Sénégal c'est un pays qui veut développer davantage son tourisme. Si les touristes entendent ces informations-là, ils peuvent peut-être être résistants à venir au Sénégal. Non, Alassane, ça je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que je dis, il y a des degrés de risque. Il y a une échelle, donc cette échelle-là de risque, le Sénégal donc, n'est pas un pays comme par exemple, si vous me dites le Mali, aller à Gao, vous voyez, je veux dire, le degré de risque à Gao, il est peut-être de 8 sur 10. Le degré de risque à Dakar, venir à Dakar, à Sali, peut-être il est à 0,5. Vous voyez, je veux dire, parce qu'on n'a pas des gens qui posent des bombes, on n'est pas dans une situation de guerre, catastrophe. C'est certain qu'on n'a jamais eu ce problème ici. Donc, ce qui fait qu'il y a tellement de paix que lorsqu'il y a quelqu'un qui met des pétards, les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Mais il y a quand même la prévention qui est en cours. Mais si aujourd'hui on parle de ça, où les policiers, les militaires ou bien les forces de sécurité sont mobilisés pratiquement 24 heures sur 24, ce n'est pas budgétisé, c'est de l'argent qu'il faut trouver pour faire rouler les véhicules, pour payer l'essence, pour permettre aux gens d'être 24 heures sur 24 sur le terrain, c'est un coût. Mais c'est le prix de la quiétude. La quiétude n'a pas de prix. Si aujourd'hui quelqu'un vient dans votre maison, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de truc, il défonce la nuit votre serrure, il rentre, il perturbe toute votre famille, vous allez dire qu'il y a un problème parce qu'on n'a pas de sécurité dans les parages. Oui, je veux dire. Mais c'est des coûts additionnels quand même par rapport au budget qui était prévu. Où est-ce que le Sénégal va trouver cet argent? Non, mais je dis, la sécurité, donc on le budgétise jusqu'à un certain niveau. C'est certain. Mais donc comme le budget est fait, c'est des tiroirs. Le budget, c'est des tiroirs. Il y a des tiroirs où on peut peut-être tirer certains trucs, diminuer certains par rapport à d'autres. Parce que le budget, il est fait, pour chaque tiroir, on sait ce qu'il y a pour l'année. Mais maintenant, dans des cas exceptionnels, on a ce qu'ils appellent les fonds politiques, qui servent à ça, parce que c'est de l'imprévu. On a, si les fonds politiques ne suffisent pas, on a des tiroirs sur certains trucs où on avait pris quelque chose, on va essayer de serrer la ceinture. Est-ce que ce réajustement, justement, ne va pas se faire au détriment des financements qu'on devait faire, par exemple pour l'emploi des jeunes, pour... Non, je ne pense pas pour l'emploi des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs prioritaires de premier ordre, il y a des secteurs de second ordre. Lorsqu'on va les faire, certainement, la caisse politique, ça sert à quoi? C'est beaucoup d'argent qui sert à quoi? C'est des problèmes de sécurité. Si demain on vous kidnappe, c'est cette caisse-là qu'on va payer les rançons. Ce n'est pas sur le budget. Je veux dire, il y a des imprévus quelque part dans le budget. Ces imprévus, on va les prendre là-bas. Le problème, donc les forces armées donc, ont un budget. Ils n'ont jamais de guerre. Aujourd'hui, il y a un problème d'insécurité. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, il n'y a jamais eu de guerre, je touche du bois, vous voyez, je veux dire. Donc on va essayer de voir avec les caisses politiques, la caisse politique sert à ça. Donc au Sénégal, il y a toujours la caisse politique, il y a d'autres pays qui n'ont plus de caisse politique. Oui, mais certains disent que si le Sénégal se positionne sur ce plan sécuritaire en parlant de terrorisme un peu partout, c'est pour aussi pouvoir profiter de la manne financière prévue
pour la sécurité de ces pays-là, par les Occidentaux aussi ont besoin déjà de faire la guerre dans d'autres pays pour qu'on ne l'importe pas dans nos propres pays. Non, moi je pense que les gens sont tellement intelligents là, peut-être beaucoup plus intelligents que moi, mais je dis que tout dépend des pays. Le Sénégal, dans l'échelle de risque, n'est pas un pays à risque. Si l'échelle de risque est à 10, le Sénégal est à 0,001 ou 0,2. Qu'est-ce qu'il faut pour maintenir justement cette échelle de risque? Mais aujourd'hui, il y a la prévention et l'anticipation. On n'attend pas d'avoir des bombes pour agir. Les religieux dont vous m'avez parlé, donc si on attendait qu'ils fassent des attentats, parce que ces personnes, d'après les informations donc, qui sont diffusées, on a trouvé de l'argent, beaucoup de cash chez eux. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce que le pays est tellement cash et personne ne sait d'où vient ce cash. Ça ne m'étonne pas du tout. Et ces gens, comme du fait que c'est des fonds de zakat qu'ils reçoivent, ce n'est pas étonnant du tout. Mais est-ce que les enfants, aujourd'hui qu'on trouve dans la rue, un peu à Dakar, en train de mendier, ne risquent pas d'être aussi des cibles pour ces supposés djihadistes qui peuvent les utiliser à des fins de terrorisme? Non, c'est-à-dire qu'il y a différentes échelles. Le petit marabout là qui envoie les enfants leur amener 100 francs ou 200 francs, le djihadiste là, ce n'est pas les 100 francs, 200 francs qui l'intéressent. Lui, c'est l'argent de la zakat là-bas, c'est des millions qu'on lui donne. Mais il peut refinancer. Il va à la Mecque, on lui donne des valises, le gars il vient, il rentre en fraude, il ne le déclare même pas. C'est ça qui l'intéresse lui. Les gars de Boko Haram là, ce qui les intéresse, ce ne sont pas les 10 francs, 15 francs que les gars... Donc ce qui les intéresse, parce que c'est une entreprise diabolique, mais c'est une entreprise. S'il n'y avait pas d'argent, il n'y a pas de guerre. Parce qu'il faut acheter des armes, il faut avoir des munitions, il faut avoir tout ça. Vous pensez que l'histoire du Mali, là, des gens qui sont beaucoup plus armés que l'armée nationale. L'armée nationale ne peut rien contre eux. D'où viennent ils sont en plein désert. D'où vient cet argent? Mais est-ce que quelque part, au-delà de cet aspect, il n'y a pas aussi de causes beaucoup plus profondes que les États-Unis aient déstabilisé l'Irak, la Syrie, la Libye, qui fait qu'aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation où eux-mêmes, ils voulaient s'accaparer peut-être des richesses de ces pays-là, que ces gens-là qui ont été défaits se sont retournés contre eux? Non, en termes de géopolitique, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, vous avez Daesh qui donc, est partout. Okay? Al-Qaïda est out. Daesh repris donc aujourd'hui la place d'Al-Qaïda. Donc ils se disent un État. Mais quand vous regardez les origines de Daesh, vous regardez les positionnements de Daesh, vous savez que ces gars ne font pas donc des guerres ou des conquêtes dans le désert. Ils ne sont pas là pour humilier le désert. Partout où ils sont, il y a de l'argent, il y a du pétrole. Daesh aujourd'hui fait l'équivalent, donc avec les revenus du pétrole et autres, 3 millions de dollars par jour. Comprenez, 3 millions de dollars par jour qu'ils se font donc en cash. Entre l'argent du pétrole qui leur revient 2 millions et d'autres revenus. 3 millions de dollars par jour, ils se font. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont hyper liquides. Mais qui achètent des pétroles. Non, ils n'achètent pas de pétrole. Ils le vendent, qui achètent ces pétroles-là. Ils ne sont pas les pays riches aussi qui vont acheter ce pétrole-là à bon marché. Mais bien sûr, parce que comme je dis, lorsqu'il y a des embargos, il y en a qui vendent des armes. C'est pourquoi la BNP a été donc sanctionnée aux États-Unis. Donc, parce que l'argent des armes est passé par là, qu'ils ont parti dans les paradis fiscaux. Le problème qui se pose, il y a toujours des petits malins, quand il y a des embargos, quand il y a des trucs, qui achètent. Et ils leur achètent par rapport à des tarifs bradés. Daesh, quand il est là, le pétrole se vend. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les pays comme la Russie ou les États-Unis bombardent les camions parce qu'ils essaient de freiner. C'est ce que je vous ai dit au départ. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous bloquez l'argent, vous bloquez les mouvements. Tous ces mouvements djihadistes qui sont naissants au Sénégal, vous bloquez l'argent, vous les tuez. Que ce soit Boko Haram, vous bloquez l'argent, vous les tuez. Est-ce qu'il est facile de bloquer cet argent? Mais bien sûr qu'il est facile. Comment? Il est facile. L'argent vient d'où? Par les transferts ou par le cash. Par le cash, donc ce qui de renforcer les contrôles au niveau de l'aéroport, c'est par là qu'ils rentrent, de renforcer, parce que les transferts au niveau des banques, c'est risqué, parce qu'à partir d'un certain montant, l'AMLO, l'AML officer, il bloque. Parce qu'il a des directives claires par rapport au financement du terrorisme. Donc ce qui fait que ces gars ne passeront pas ils vont passer par Western Union, mais ils sont malins. Mais à malin et demi, parce qu'ils savent les plafonds.
et ils vont essayer d'envoyer en dessous du plafond. Mais on a des méthodes pour les déceler, que même lorsque vous avez en dessous du plafond, si vous faites plusieurs trucs, on finit par vous pincer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes devant des gens qui sont malins, il faut être malin. Est-ce que l'État du Sénégal est outillé justement pour l'État du Sénégal n'est pas outillé. On a aujourd'hui une CENTIF qui est là, qui doit s'occuper de tout ce qui concerne le blanchiment. Et la CENTIF, je peux vous dire, depuis qu'elle existe au Sénégal, n'a même pas fait 20 déclaration de ce qu'on appelle les EPNFD, les entreprises et professions financières non désignées, dont l'informel. Je veux dire parce qu'il n'y a pas de contrôleur. C'est comme au niveau des impôts, il n'y a pas de contrôleur. Vous avez les contrôleurs, par exemple, du ministère du Commerce, le gars, il vend à quel prix? Qui va le contrôler? Le contrôle des prix, qui va le faire? Vous avez déjà vu des contrôles de prix, vous, dans les trucs? Dans vos quartiers? Moi, je n'ai pas vu. Quand j'étais tout jeune, j'en voyais. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le problème, il est là. Il y a un déficit de contrôleurs. Et eux, ils le savent. Et c'est qu'à partir de là, maintenant, vous ne pouvez pas contrôler, donc avoir ce déficit et avoir, donc, comment ça s'appelle, quelque chose d'efficace. Donc, ça demande une réorganisation de tous ces services, de revenir à des contrôles plus stricts, de surveiller les banques, de surveiller les transactions financières. Les banques sont contrôlées par la commission bancaire et la BCEAO. Oui. Chaque banque qui va au-delà de ses prérogatives a des sanctions jusqu'au retrait de sa licence. Mais le contrôle de l'argent qui passe par l'économie souterraine. Non, l'économie souterraine, ça c'est ce qu'on appelle les EPNFD, les entreprises et professions financières non désignées. L'informel, tout ça fait partie dedans. Et ces gens ne déclarent rien du tout. Les avocats, les notaires, tout ça font partie. Vous avez combien d'immeubles qui sont en érection au niveau de Dakar? Est-ce que vous pensez que tous les notaires qui font des transactions savent que cet argent-là est licite? Ça, j'en doute. Et qu'ils doivent normalement le déclarer à la CENTIF. Vous avez chaque jour des bâtiments qui poussent comme des champignons. En moins d'un an, vous avez R+20. Vous pensez que cet argent est licite? Le gars qui fait cette transaction, il doit le déclarer. Mais je vous dis que depuis que la CENTIF existe, il n'y a même pas 20 déclarations. Et vous pensez que cet argent-là qui construit des immeubles peut provenir des sources louches? Ce n'est pas de l'argent propre, ça c'est certain. Parce que vous savez combien vous gagnez. Vous savez combien d'années il vous faut pour avoir R+5, R+6. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui construit R+20 en moins de trucs, cet argent-là, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit de l'argent licite. Ou si cet argent-là, donc le gars l'a gagné, il n'a pas payé, donc tout ce qui est taxe et impôt qu'il faut. J'en doute, je ne pense pas que ce soit de l'argent licite. D'où ça vient? Est-ce que c'est de la drogue? Est-ce que c'est truc? J'en sais rien. Mais je sais que ce n'est pas de l'argent qui est gagné. Quelles sont les solutions par rapport à cela? Par rapport à ça, c'est de renforcer, déjà donc de mettre des outils, comme je vous ai dit, les cartes. D'avoir une législation qui interdit de payer du cash à partir de certains montants. D'avoir des contrôles maintenant. Les contrôleurs sont nécessaires parce que c'est ce que le law enforcement, comme je dis, l'application de la loi, ceux qui ne respectent pas ces trucs puissent être sanctionnés. Mais s'il n'y a pas de sanction, les gars, j'ai dit, je m'en fous, je ne l'applique pas, mais il n'y aura rien. Et c'est ces sanctions-là, une mesure de sanction, donc ceux qui outrepassent ces règles-là, donc soient sanctionnés. Et c'est ça qui fait que c'est dissuasif. Mais si ce n'est pas dissuasif, bah, tous les voleurs vont s'y mettre, tous les détourneurs vont s'y mettre. Tous ceux qui prennent l'argent public vont s'y mettre. Tous les gars qui font des corruptions vont s'y mettre. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de suite. Et c'est ça, c'est cette mesure dissuasive qu'on doit mettre pour que ces transactions, donc comme je dis, l'informel occupe 52% du PIB, de la richesse du Sénégal. 52%. Et ça, c'est ce qui est la partie qu'on voit. La partie qu'on ne voit pas, aller au port le week-end. Vous voyez des gens avec des masses d'argent parce qu'ils veulent acheter des conteneurs qui se vendent et le gars, il n'accepte pas le chèque, il n'accepte pas il veut du cash. Ahmad Soumaré, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes spécialiste de l'intelligence économique et directeur du Centre africain pour la nouvelle économie. Nous parlons avec vous de l'impact du terrorisme économique
du terrorisme sur nos pays et le cas du Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui vérifier les financements, d'où ils viennent, comment ils viennent, si c'est de l'argent sale qui entre dans notre pays, comment le faire pour le contrôler, pour éviter que cet argent puisse servir à des fins inavouées. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui suivez cette émission. Merci.